premier intervenant, qui va nous parler des populations au Proche et au Moyen-Orient. C'est M. Gérard François Dumont, qui est à ma gauche, ancien membre du Conseil économique et social, ancien recteur de l'Académie de Nice, auteur de nombreux ouvrages, dont l'un dans Géographie des populations, concepts dynamiques et prospectives, qui vient d'être publié. Donc, lorsque nous regardons ce Proche et ce Moyen-Orient, si compliqué, je reprendrai un petit peu ce que vient de dire Jacques Niard, nous développons souvent des idées simples. Il nous semble, par exemple, que les États renouvellent largement leur population. Est-ce vrai? Est-ce faux? Je vais demander à l'homme de l'art qui est sur ma gauche de bien vouloir nous expliquer quelle est la situation. Voilà, merci de votre accueil, merci à Jacques de son invitation. Bien, l'idée simple, lorsqu'on regarde les évolutions de la population au Moyen-Orient, c'est de considérer qu'au point de vue démographique, c'est un peu un triangle, avec à chaque sommet 3 pays très peuplés, donc la Turquie, l'Iran et l'Égypte. Je prends bien sûr la définition du Moyen-Orient telle que les Britanniques l'ont décidé à la fin du XIXe siècle. Donc 3 pays dont la population est sensiblement équivalente à celle de l'Allemagne, même si c'est l'Égypte le plus peuplé des 3. Donc on comprend très bien que ces 3 pays, compte tenu de la loi du nombre, ne peuvent pas se désintéresser de l'environnement du Moyen-Orient. Effectivement, on les voit présents diplomatiquement et parfois militairement dans les différents autres territoires du Moyen-Orient. Alors, outre donc ces 3 pays très peuplés, nous avons un certain nombre de pays dont le peuplement est au plus le tiers d'un de ces pays. Donc on est dans des dimensions nettement moindres, jusqu'au plus petit d'entre lui, dont la population, Bahreïn, est inférieure à 1 million. Mais ce qu'il faut noter, c'est que parmi les autres pays, nous avons des situations extrêmement contrastées dans les types de peuplement. C'est-à-dire que, effectivement, l'Arabie Saoudite a tendance à vouloir gonfler sa population pour donner l'impression qu'elle pourrait bénéficier un petit peu de la loi du nombre par rapport à ses voisins et néanmoins rivaux. Et d'ailleurs, il faut souligner que pendant des années, l'Arabie Saoudite refusait de donner son nombre d'habitants parce qu'elle ne voulait pas donner l'impression qu'elle était moins peuplée par rapport aux autres. Mais en réalité, lorsqu'on annonce que l'Arabie Saoudite a 33,4 millions d'habitants, sur ces 33,4 millions d'habitants, nous avons à peu près un tiers d'immigrants qui n'ont aucun statut préférentiel et qui, en fait, sont de la main-d'œuvre corvéable et serviable à merci et qui, à la moindre incartade, sont expulsés du pays. Donc la situation est encore beaucoup plus intense dans d'autres pays comme les Émirats Arabes Unis, où 80% de la population, et même plus, sont des immigrés. Donc la péninsule arabique est dans une situation très particulière, avec toute cette main-d'œuvre immigrée, dont il faut souligner que cette main-d'œuvre, elle vient souvent de très loin, d'Asie, d'Afrique, avec parfois des changements. Par exemple, j'ai constaté, même si ceci n'est absolument pas officiel, que les Émirats Arabes Unis ont eu quand même tendance ces dernières années à considérer que c'était mieux de faire venir des Éthiopiens dont la religion, enfin ceux des Éthiopiens dont la religion est chrétienne, plutôt que des Pakistanais qui éventuellement pourraient nourrir, engendrer un certain nombre de difficultés, vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est une situation tout à fait particulière et en même temps avec des dynamiques très différentes. Nous avons effectivement une dynamique très forte en Égypte qui s'est même accentuée ces dernières années, comme on l'a vu d'ailleurs en Algérie, c'est-à-dire que manifestement, l'idéologie des frères musulmans, qui est encore très présente dans ces pays-là, s'est traduite par la volonté d'une croissance démographique, et en fait la fécondité a augmenté ces dernières années en Égypte et en Algérie, et donc n'a pas suivi ce qu'on appelle la logique de la transition démographique.
En revanche, en Iran, eh bien, la population a désobéi aux mollahs. Les mollahs souhaitent effectivement, lisaient les discours d'Ahmadinejad par exemple, qui expliquait qu'il fallait très rapidement l'Iran ait au moins 100 millions d'habitants, mais en fait, la fécondité de l'Iran, elle est à peine supérieure à celle de la France, et celle de la Turquie a beaucoup baissé, là aussi, malgré les discours d'Erdogan, qui explique régulièrement qu'il faudrait que chaque femme turque ait au moins 3 enfants par femme. Donc, vous voyez des dynamiques extrêmement contrastées entre des pays qui ont fini leur transition démographique, comme l'Iran, la Turquie, et d'autres pays qui, au contraire, ont une dynamique démographique très importante, alors soit parce que la fécondité est encore relativement élevée, comme l'Irak ou l'Égypte, soit parce qu'ils ont une dynamique d'immigration qui est phénoménale. Donc, si je regarde, par exemple, pour terminer ce premier point, ces 14 dernières années, quelle a été la croissance démographique la plus importante? Eh bien, celle du Qatar. Tout simplement parce que le Qatar, compte tenu des moyens dont il dispose et des projets qu'il a, comme la Coupe du Monde, eh bien, il a besoin de main-d'œuvre. Donc, il a multiplié l'accueil de population. L'histoire d'ailleurs du Qatar est assez amusante, puisque vous vous rappelez que à peu près dans les années 70, quand on est venu dire à l'émir du Qatar qu'il n'y avait pratiquement pas de pétrole, mais surtout du gaz, et au lieu de déboucher la bouteille de champagne, il a vécu ça comme une catastrophe, parce qu'à l'époque, effectivement, le gaz n'avait pas pris l'importance sur les marchés qu'il a aujourd'hui. Donc les plus fortes croissances ont été le Qatar, puis les Émirats arabes unis, alors dans une logique différente, surtout à Dubaï, où là, effectivement, l'émirat de Dubaï, comme vous le savez, n'a pratiquement plus de pétrole, ça représente aujourd'hui 5% à peu près de ses ressources, et donc c'est diversifié dans les conditions que vous savez. Merci. Il faudrait peut-être aussi que l'on voit le problème de l'eau, mais ça, on peut en parler à la fin, parce que démographie et eau dans ces pays actuellement, ça doit quand même être posé un problème. Alors, cette population, même façon pour nous souvent de voir, nous la pensons plutôt homogène, mais elle serait plutôt hétérogène lorsqu'on regarde un petit peu. Ça doit poser des problèmes politiques, des problèmes théologiques. Qu'est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer notre lanterne? Alors effectivement, le second point qu'il faut noter, c'est que si l'on regarde, je dirais, la logique des pouvoirs, qu'il s'agisse des pouvoirs politiques ou des pouvoirs religieux au fil des décennies, il y a eu globalement dans cette région une volonté d'homogénéisation de la population, c'est-à-dire en fait une volonté notamment de voir partir certaines minorités, que ce soit des minorités religieuses ou des minorités ethniques. Je n'ai pas besoin de rappeler le génocide arménien, je n'ai pas besoin de rappeler les décisions de Nasser en 1956 chassant les non-arabes, etc. Et puis, même pour l'Irak, on a toujours l'idée que Saddam Hussein était relativement correct avec les chrétiens d'Irak. En fait, c'est totalement faux. Lorsqu'on regarde les décisions prises du temps de Saddam Hussein contre la minorité chrétienne, elles sont extrêmement lourdes, extrêmement contraignantes, même si les choses ont empiré depuis. Donc on a ce paradoxe d'une volonté d'homogénéisation, alors qui a été encore beaucoup plus forte évidemment en Turquie, mais ça, on pourra évidemment en parler à la fois contre les Kurdes, mais aussi contre les Alévites. Mais en réalité, nous avons la prégnance dans tous ces pays d'une pluralité ethnique ou religieuse relativement importante, mais qui est quand même explicative de leur situation aujourd'hui. Et pour citer un seul exemple, à mon sens, l'Union européenne et les pays de l'Union européenne n'ont rien compris à la situation de la Syrie, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais regardé ce qu'elle était la géographie des populations en Syrie. S'ils l'avaient simplement examiné, ils auraient conduit une toute autre politique que celle qu'ils ont conduite en ce moment. Et de la même façon, il suffisait de regarder une carte pour comprendre le problème de l'Irak, où là, effectivement, nous avons les trois populations que vous savez, donc les chiites, les sunnites et les kurdes sunnites, mais avec une géographie tout à fait particulière qui explique les tensions qui ont existé dans ce pays et qui vont continuer d'exister dans le futur. Et puis cette géographie des populations a forcément des effets géopolitiques.
De la même façon, il faut être extrêmement prudent dans la compréhension de l'Iran, c'est-à-dire que l'Iran a tendance à nous faire croire que 100% des Iraniens sont des Perses, c'est tout à fait faux. L'Iran a quand même un certain nombre de difficultés avec les minorités kurdes, à l'ouest, au sud-ouest, minorités arabes, même si elles sont chiites, un peu de minorités turkmènes, et puis surtout donc au sud-est, des minorités qui elles sont sunnites. Et d'ailleurs, il est toujours étonnant de constater que ces minorités ne sont pas très bien traitées par le régime de Téhéran, et donc ont un niveau de développement d'ailleurs beaucoup plus faible. Donc sans entrer dans le détail de tous ces pays, vous voyez les difficultés liées à la fois à la composition de leur population, et puis également, évidemment, aux migrations, je dirais, internes au Moyen-Orient, qui se sont déroulées tant avant 2011 qu'aujourd'hui, prenons un seul exemple, tout l'équilibre géopolitique de la Jordanie ne peut être compris ou ne peut être assuré sans tenir compte du fait que la Jordanie, depuis maintenant plus d'un demi-siècle, est le réceptacle de tous les conflits du Moyen-Orient. Ça a commencé bien entendu en 1948 et ça a continué à chaque fois qu'il y a eu des crises au Moyen-Orient. Et d'ailleurs, si, outre les croissances démographiques que j'évoquais tout à l'heure du Qatar et des Émirats arabes unis, après, c'est la Jordanie qui a eu la plus forte croissance démographique, c'est parce qu'elle a reçu des réfugiés des autres pays, de l'Irak, du Liban, etc., en raison des crises qu'il y avait dans ces différents pays. Donc il importe d'avoir une analyse fine de la compréhension de la dynamique démographique de ces différents éléments, avec à la fois, sans oublier, les effets des diasporas. En particulier concernant les Coptes d'Égypte, la situation est relativement nouvelle ces dernières années, dans la mesure où les Égyptiens n'ont pas une grande tradition d'émigration. C'est-à-dire que pour les Égyptiens, leur pays est le plus beau du monde, comme c'est heureux comme dire en Égypte, comme alors en Égypte, et donc c'est vrai que ce sont des populations qui certes ont travaillé par exemple en Arabie Saoudite, mais qui restent habitées en Égypte et y reviennent. En revanche, avec les tensions qu'il y a eu en Égypte ces dernières années, on a maintenant une diaspora copte dans le monde qui commence à être très importante et qui joue un rôle accru dans les conflits de cette région et qui sont des éléments explicatifs. Donc, au-delà des populations de la région, il faut étudier aussi le rôle des diasporas. Bon, je ne vais pas citer évidemment la diaspora juive, la diaspora palestinienne, etc., dont le rôle ne fait que s'accroître au fil des tensions géopolitiques. Oui, alors justement, ça devient de plus en plus compliqué, leur histoire. On était parti sur un proche Moyen-Orient assez simple, mais c'est très compliqué. Est-ce qu'on peut avoir, et puis on n'a pas trop parlé d'Israël, il faudrait peut-être amener Israël sur le devant de la scène, voir s'il y a des jeux d'équilibre qui sont possibles, voir s'il y a des crises interrégionales qui existent. Là, nous entrons de plein fouet dans l'Orient compliqué. Alors, dans l'Orient compliqué, il est clair que lorsqu'on examine un petit peu les guerres qui sont en train de se dérouler, dont on peut considérer que ce sont parfois des guerres de territoire, ce sont plus des guerres démographiques que des guerres de territoire. Et il est clair que le conflit du Proche-Orient est d'abord une guerre démographique. Cette guerre démographique, on la voit bien d'ailleurs, dans l'attitude d'Israël qui souhaite dynamiser cette dynamique pour peser d'un certain poids vis-à-vis de ses voisins. Et donc on a vu effectivement comment les différents chefs, premiers ministres d'Israël ont toujours souhaité que des juifs de la diaspora viennent habiter en Israël. Je vous rappelle que lorsqu'il a été convenu de la possibilité pour des juifs de Russie, enfin à l'époque du RSS, rejoignent Israël, eh bien même les rabbins les plus orthodoxes ont accepté que des avions atterrissent le jour du Shabbat sur les aéroports d'Israël, à condition que ce soit évidemment pour amener des populations juives. Donc vous voyez, et puis bon, point important, l'affaire des Falachas. Mais Israël est dans une situation extrêmement difficile à cet égard.
Parce que si tous les Juifs qui n'habitent pas en Israël gagnaient Israël, il n'y aurait plus de diaspora juive dans le monde. Donc il n'y aurait plus de diaspora susceptible de jouer un rôle de lobby dans les différents pays où elles sont. Donc il y a un équilibre entre cette volonté dynamique, et donc Israël est effectivement une exception, alors exception par sa diaspora, par l'importance de sa diaspora et sa diversité, et également exception par une fécondité extraordinairement élevée par rapport à des pays qui ont totalement fini leur transition démographique, puisqu'il y a plus de 3 enfants par femme en Israël. De l'autre côté, eh bien, nous sommes dans la même situation. Alors, vous connaissez la phrase qu'on prête à Arafat. C'est peut-être une phrase apocryphe, mais dans la mesure où on la cite, elle a une certaine valeur. Nous gagnerons grâce aux utérus de nos femmes. Et effectivement, on l'a bien vu, surtout avec le Hamas, que chacun sait ici qu'un mariage, ça coûte cher. Donc, qu'est-ce qu'a fait le Hamas depuis qu'il s'est emparé de Gaza? Eh bien, périodiquement, il finance des mariages. Et il organise parfois des mariages collectifs, dans l'espoir, évidemment, que 9 mois après, cela ait des conséquences directes sur la dynamique démographique. Donc, j'avais notamment, effectivement, j'avais fait une étude comparative entre les dynamiques démographiques en Cisjordanie et à Gaza. Et on voit évidemment qu'à Gaza, la dynamique démographique est beaucoup plus forte qu'en Cisjordanie. Et si les choses continuent à terme, il pourrait y avoir plus d'habitants à Gaza qu'en Cisjordanie. Donc vous voyez la pression qui se fait. Et donc j'avais du coup élaboré un certain nombre de scénarios sur l'évolution de Gaza, scénario rose, scénario noir. L'un des scénarios étant le scénario que j'appelle coréen, c'est-à-dire ce qui s'est passé pendant la guerre de Corée, où finalement on était obligé d'abandonner dans la mesure où il y avait ces centaines de milliers de Chinois manifestés en face et que c'était une véritable boucherie. Donc pour ne prendre que cet exemple, il est absolument essentiel de tenir compte de la géopolitique des populations si on veut comprendre la situation dans le Moyen-Orient. Je vous remercie, monsieur le recteur. Vous n'avez pas dépassé une heure, c'est